Les grandes sagas ont une part importante dans l'histoire du cinéma. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, La Planète des Singes ou encore Star Wars, les films des grandes franchises sont ultra populaires et ont marqué l'histoire du 7e art. Et chez nous, c'est un peu pareil. Les Bronzés, les Gendarmes, la trilogie de Pagnol ou encore la 7e compagnie, toutes ces sagas ont marqué l'histoire du cinéma français. Et il y en a une autre, une qui met en lumière la bataille acharnée entre un curé et un maire communiste dans un petit village italien. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque à la cultissime saga des Don Camillo. Une saga éponyme adaptée des nouvelles de Giovannino Guareschi. Don Camillo, c'est aujourd'hui un personnage ultra populaire dans notre inconscient collectif. Et pourtant, je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas les 5 opus de cette saga. Le premier, Le Petit Monde de Don Camillo, tout le monde l'a vu, ok. Mais les autres, vous les avez pas tous regardés, j'en suis sûr. C'est dommage puisqu'on parle ici de comédie ultra culte pour 2 pays. En France, pour la création d'un personnage iconique et le rôle d'une vie d'une de nos légendes, Monsieur Fernandel. Et en Italie, où ce film représente une époque bien précise, l'après-Seconde Guerre mondiale et les tensions entre les différents partis politiques. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors cherchons à savoir comment les films de la saga de Don Camillo réussissent par l'humour à être le reflet de la politique en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Justement, faisons un point historique pour bien comprendre. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile pour libérer les Italiens du régime fasciste. Même s'il sera libéré rapidement par l'Allemagne nazie lors de l'opération Eich, Mussolini est arrêté sur ordre du roi Vittorio Emanuele III qui l'avait laissé mettre en place son coup d'État en 1922. Car oui, l'Italie était bien un royaume à cette époque. Plus précisément, une monarchie constitutionnelle de 1861 à 1946. Avec une interruption entre 1925 où le parti de Mussolini prend le pouvoir et 1943 où l'Italie est sous dictature fasciste. D'ailleurs, vous l'aurez compris, à ce moment-là, le roi avait un pouvoir limité et il était surtout dépassé par les événements. Cette libération va donc entraîner, avec le soutien du gouvernement du roi et des forces alliées, la création de la résistance italienne. Le CLN, pour Comitato di Liberazione Nazionale, est créé et composé des partis socialistes, démocrates chrétiens, libéraux et communistes. Malgré leurs nombreux désaccords politiques, ils vont choisir de mettre toutes leurs querelles de côté jusqu'à la libération de l'oppression fasciste sur l'Italie. Dans le CLN, le Parti communiste avait une importance capitale. En effet, on estime que les brigades Garibaldi, la branche communiste de l'armée, représentaient plus de la moitié des forces en présence. Le fascisme abdique en mai 1945 et en juin de l'année suivante, les Italiens sont appelés à se rendre démocratiquement aux urnes pour la première fois depuis 1921. Déjà, par référendum, les Italiens choisissent la République à la place de la monarchie. Il va falloir surtout voter pour élire les partis politiques qui écriront la nouvelle constitution italienne. À l'issue de ce vote, l'Assemblée constituante, l'ancêtre du Parlement italien, a rendu son verdict. Les scores, avec environ 90% de participation citoyenne, sont 207 sièges pour la démocratie chrétienne, 115 sièges pour le Parti socialiste italien et enfin 104 sièges pour le Parti communiste. Sachez d'ailleurs que les socialistes et les communistes s'associent régulièrement à cette époque. Les 130 sièges restants seront partagés, eux, entre les populistes, les libéraux et d'autres partis. Avec ces votes, on voit bien que les deux blocs au pouvoir s'opposent idéologiquement. Si la victoire sur l'ennemi fasciste a rassemblé les différents partis politiques, cette union a été de courte durée. En mai 1947, Alcide de Gasperi, le président du Conseil des ministres de l'époque, forme un nouveau gouvernement en excluant le Parti communiste. C'est notamment dû à l'opposition des communistes au plan Marshall. Une intense rivalité va éclater entre la démocratie chrétienne soutenue par l'Église catholique romaine et les États-Unis et le Parti communiste soutenu par l'URSS. Vont avoir lieu de nombreux attentats de part et d'autre, des grèves, des jeux d'alliance, des trahisons, bref, l'Italie est fracturée en deux. On va s'arrêter là niveau histoire. J'ai assez simplifié mais vous comprenez le contexte tendu dans lequel les histoires de Don Camillo vont sortir. Et justement, parlons-en de ce personnage. C'est dans le camp de Dachau, en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale, que Giovannino Guareschi, journaliste et écrivain antifasciste, rencontra le prêtre Don Camillo Vallota. Originaire de la même région d'Italie, les deux hommes vont beaucoup échanger et le prêtre va raconter les nombreuses aventures de sa vie au journaliste. Il lui raconta son arrestation pour avoir facilité le passage vers la Suisse à des juifs et des opposants à Mussolini en 1942, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, Don Camillo va raconter à Guareschi les différentes histoires qu'il a eues avec le
maire du village de Frontale dont il était lui-même le curé. Vous devinez sans doute la ressemblance avec Don Camillo et Peppone dans les romans. Alors oui, parce que si vous ne l'avez pas compris, on parle de l'histoire du vrai Don Camillo, celui dont le fameux Guareschi s'est inspiré pour créer le personnage iconique de ses nouvelles. Et d'ailleurs, le maire du village de Frontale s'appelait également Peppone. À la Libération, Guareschi prend position et milite activement contre le parti communiste allié au parti socialiste à ce moment et crée avec Giovanni Mosca son magazine anticommuniste Candido. C'est dans les pages de cet hebdomadaire que toutes les folles histoires racontées par Don Camillo vont sortir à partir du 23 décembre 1946. Le succès fut au rendez-vous puisque plus de 340 numéros des histoires de Don Camillo sortiront en l'espace de 20 ans. Et vous le savez, le succès appelle le succès. La machine est lancée, on va parler cinéma. Mais attention, on va spoiler. Il fallait s'y attendre, une telle réussite dans les pages de Candido allait mener ces histoires à prendre vie au cinéma. Et ça tombe bien, l'éditeur du magazine Angelo Rizzoli s'est mis depuis peu dans la production cinématographique. Il est notamment à la tête de 2 grands films italiens post-guerre, Il vole la nuit avec la légende Totò et Umberto D, l'un des plus grands films italiens réalisés par Vittorio De Sica. Ces 2 films sont produits par Angelo Rizzoli, comme on l'a dit, mais aussi par Giuseppe Amato. Et cet homme-là, c'est pas n'importe qui. Giuseppe Amato, c'est un acteur, réalisateur, scénariste et surtout producteur, puisqu'il est à la tête des immenses Ladri di Biciclette de Vittorio De Sica là encore et de Rome ville ouverte de Roberto Rossellini. Et un jour, il faudra parler de l'histoire de ces 2 films qui sont des œuvres charnières du cinéma européen. Giuseppe Amato, Angelo Rizzoli et Francinex, société française qui a produit le film également, vont donc s'associer en 1951 pour adapter le premier recueil des nouvelles de Guareschi, édité en 1948 sous le nom Mondo Piccolo Don Camillo. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non, tes mains sont faites pour bénir. Non pour frapper. La réalisation est confiée à Julien Duvivier, grand réalisateur français connu avant-guerre pour La Belle Équipe ou Pépé le Moco avec Gabin. Pour le scénario, ce sera le réalisateur et René Barjavel qui écrira les 5 films d'ailleurs. Les mains sont faites pour bénir, mais les pieds. À la base, le rôle de Don Camillo devait être tenu par Gino Cervi et Peppone par Giovannino Guareschi lui-même. Mais ça ne plaisait absolument pas à Duvivier qui finit par convaincre Guareschi de ne pas jouer dans le film. Les producteurs ont eu du mal à trouver, mais le rôle de Peppone passa finalement dans les mains de Gino Cervi et c'est Fernandel qui fut courtisé pour Don Camillo. Lui n'était pas convaincu. À vrai dire, il avait peur d'être enfermé dans des rôles d'homme d'église. Il venait à peine d'interpréter un moine dans le film L'Auberge Rouge de Claude Autant-Lara. Fernandel va demander un cachet énorme pour être certain de ne pas être retenu. Et eh bien, ses exigences ont été acceptées. Il sera bien le curé de Brescello devant la caméra de Julien Duvivier. D'où sors-tu ce cigare, Camillo? Peppone en avait 2 dans la poche, je crois bien que je l'ai pris un, sans qu'il s'en aperçoive. Et puis vous savez qu'il est partisan du partage des richesses, hein. Le réalisateur avait d'ailleurs eu brièvement Fernandel comme acteur puisqu'il incarnait un petit rôle dans le film Un carnet de balles. Notez d'ailleurs que Fernandel a été choisi alors que son physique n'était pas vraiment ressemblant avec le Don Camillo de Guareschi. Le personnage dans les nouvelles est très grand, costaud, mais finalement ça lui va parfaitement. Comme dans les nouvelles, on suit donc la lutte d'influence entre le camp communiste qui a la tête de Brescello avec Peppone comme maire et du curé et ses partisans qui font donc référence à la Democrazia Cristiana. Mais dit comme ça fait pas vraiment rire. Duvivier va donc utiliser un ressort comique ultra efficace, la violence physique. Ce qui colle avec le tempérament de Don Camillo, puisque c'est pas un curé conventionnel. Don Camillo, il frappe. Il n'est pas content, il frappe. Il n'est pas d'accord, il frappe. Ils sont 15 communistes contre lui, il frappe quand même. Si ça ne suffit pas, il sort même le fusil. Pas conventionnel, on a dit. Cela crée un décalage hilarant. D'habitude, on a la figure du prêtre, très pieuse, mais là, on est pris à contre-pied et c'est très marrant. Mais s'il était le seul à aimer la bagarre, ça ne serait pas terrible. C'est donc le moment où on va parler de Peppone. L'ennemi de Don Camillo? Oui et non. Je devrais vous assommer. Oui, mais m'assommer, c'est pas facile.
Ils se détestent, ça c'est sûr. Ils passent leur temps chacun à mettre des bâtons dans les roues de l'autre. Et pourtant, on comprend très vite dans le long métrage que cette haine mutuelle cache en réalité une grande amitié. Politiquement, culturellement, idéologiquement, tout les oppose. Même au foot, ils s'affrontent. Vous jouez contre l'équipe de la réaction. Vous devez vaincre ou je vous casse la figure, à tous! Scène révélatrice du contexte de l'époque, puisqu'on voit que la lutte entre démocratie chrétienne et parti communiste est partout, et même dans le sport. S'il y a parmi vous un brigand qui ne veut pas jouer jusqu'à la dernière goutte de son sang, je lui pulvérise l'arrière-train à coups de pied. Compris ? Mais malgré ces divergences, ils s'apprécient vraiment. Chacun fera même un pas vers l'autre dans leurs différentes querelles, quitte à être en marge de leur camp respectif. Par exemple, Don Camillo va finir par baptiser l'enfant du maire avec un prénom révolutionnaire alors qu'il y était opposé. Pepone lui va soutenir le curé pour permettre que sur le cercueil de Madame Cristina, l'institutrice du village, soit arboré le drapeau de la monarchie italienne à laquelle elle était attachée. Madame Cristina ira au cimetière avec le drapeau qu'elle a voulu. Parce que je la respecte plus, elle morte, que vous tous vivants. Si quelqu'un a une objection à me faire, je le fais passer par la fenêtre. Plus que ça, ils vont même unir leurs forces pour permettre à deux jeunes du village que tout oppose de se marier. Elle, venant d'une riche famille chrétienne, lui d'une famille communiste, ils s'aiment en cachette à travers le mur qui sépare leurs deux maisons. Même si les familles se détestent, Don Camillo et Pepone vont réussir à unir ces deux amoureux. Leur relation devient même touchante, on dirait par instant des enfants qui se tirent la bourre. C'est à bête que ta bande de révolutionnaire envoie son chef prendre des leçons de courage d'un prêtre réactionnaire. Arrête, Pepone. Ténèfle, allez arroser vos géraniums, on me verra qui a peur. D'ailleurs, ils se tirent dans les pattes, mais quand il s'agit de changer Don Camillo de paroisse et de mettre un autre curé, Pepone ne veut plus. Mais ce petit curetin, si je lui donne une gifle, je l'envoie à 20 mètres. Tandis que si je donne une gifle à Don Camillo, il bouge pas d'un centimètre. Mais pourquoi voulez-vous lui donner une gifle? Et à la fin, quand Don Camillo est quand même envoyé dans une autre commune à l'isolement, Pepone et les camarades communistes viennent le voir à la gare en lui souhaitant de revenir rapidement. Et oui, ils ne se détestent pas vraiment, ce n'est que politique. C'est politique, C'est pilotant. C'est politique, bien sûr, c'est politique. Et c'est sûrement ça qui a autant plu au public. Car oui, le petit monde de Don Camillo a été un vrai succès. Ce premier volet de la saga est devenu à sa sortie le meilleur succès de l'histoire en France avec plus de 12 millions d'entrées. Il est resté 6 ans avant d'être dépassé par les 10 commandements de Cécile B2000 et ses 14 millions d'entrées. Avec ce triomphe, il fallait forcément raconter la suite des aventures de Don Camillo et notamment son retour. Bon, pour le deuxième volet, on prend les mêmes et on recommence? Alors oui, mais à une chose près. Giuseppe Amato, le coproducteur du premier film, passe également au scénario avec Barjavel et Duvivier. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Giuseppe Amato ne produira plus aucun film de sa vie, excepté un dernier avec Angelo Risoli en 1960. Oh, un tout petit film de rien du tout. La Dolce Vita de Federico Fellini. Arrêter sa carrière sur un chef-d'œuvre, oui, ça a du sens. Le retour de Don Camillo. Ce deuxième volet prend directement place à la fin du premier film. Vous vous souvenez quand notre curé préféré est exilé à Montanara, un village perché dans la montagne? Vous le savez, Don Camillo a la capacité de discuter avec Jésus, ce qui est rare. C'est un drôle de partenaire, vous savez. J'en ai eu dans ma vie, mais je dois dire que celui-là, je lève la barrette. Ça offre un côté humoristique décalé ultra efficace. Surtout quand Jésus reprend Don Camillo comme un enfant quand il fait des vacheries à Pepone. Mais ça permet surtout de faire comprendre aux spectateurs qu'il n'est pas question de prendre parti pour les communistes ou pour les chrétiens. Dieu aime tout le monde, aussi bien Don Camillo que Pepone. Cette relation Jésus-Don Camillo est notamment très utile au scénario. En effet, outre les blagues que leur discussion crée, notre prêtre évolue au fil du récit. Par exemple, au début de ce deuxième film, Don Camillo n'entend plus la voix de Jésus. Depuis qu'il a été mis à l'écart à la fin du premier opus, il est rempli de ressentiment. Cette voix, il ne l'entendra qu'après avoir compris de ses erreurs. C'est vous qui me parlez? Je n'ai jamais cessé de te parler. Mais tu n'entendais pas parce que tu avais les oreilles bouchées par l'orgueil et la violence. C'est un élément du scénario assez intéressant. Un personnage omniscient qui vient en aide au protagoniste pour qu'il évolue. Jamais je vous avais trouvé aussi lourd. Jamais tu n'avais tant mérité de transpirer, Don Camillo. Cette mise à l'écart ne va pas durer longtemps, car Pepone n'en peut plus du nouveau curé, il veut Don Camillo. Et oui, il faut dire que ce n'est pas tout à fait la même manière de faire entre ces deux hommes d'église. Je ne suis pas arrivé à comprendre vos paroissiens. Ils sont un peu durs.
Vous trouvez? Ce sont des agneaux. En tout cas, le maire n'est pas un mouton. Dès le retour de Don Camillo, c'est le retour des crasses politiques, notamment le coup des horloges différentes avec l'heure du Vatican et l'heure de Moscou. Je n'imagine pas que j'ai laissé tout le pays régler ses montres à l'heure de Moscou. Tu entends? Elle retarde. Dans ce deuxième volet, on ressent encore plus l'amitié entre le maire et le curé, surtout au moment où les deux hommes s'unissent pour rester lors des inondations que va subir Brescello. C'est toi qui m'as sorti de l'eau? C'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Bon, de base, ils sont restés tous les deux au village pour ne pas laisser l'un d'entre eux devenir le héros. Mais c'est ça qui est aussi amusant et touchant dans cette relation, et c'est ce qui rend surtout ces personnages si iconiques. Pour ce film, je n'ai pas beaucoup parlé du sujet de la vidéo, et je n'ai pas beaucoup parlé de manière générale. Et pour cause, le retour de Don Camillo est vraiment indissociable du premier film. De nos jours, je suis sûr que ça n'aurait été qu'un seul et même film. Ou alors deux films avec le même titre et écrit partie 1, partie 2. Donc par rapport au petit monde de Don Camillo, j'ai peu de choses à rajouter. Mais ce n'est pas le cas du troisième film de la saga. Pour ce troisième volet de la saga, on change de réalisateur et de scénariste. Angelo Risoli va confier la mise en scène à l'italien Carmine Gallone. Pour l'écriture, c'est Giovannino Guareschi lui-même qui s'y colle avec René Barjavel, toujours pour les dialogues en français. Mais Carmine Gallone arrive aussi avec 3 scénaristes avec lesquels il a déjà collaboré. Le scénariste Leo Benvenuti, mais aussi et surtout le duo Age Scarpelli. Et il faut qu'on parle d'eux. Agenor et Incroci et Furio Scarpelli, c'est un duo de scénaristes ayant écrit une centaine de films, en particulier des comédies, mais aussi des westerns comme Le Bon, La Brute et Le Truand. Ils sont notamment considérés comme les inventeurs de la deuxième vague de comédie en Italie. Rien que ça. Cette période est l'une des phases les plus importantes de la comédie en Europe. C'est pour cela que celle-ci est sobrement appelée comédie à l'italienne. Je ne vais pas revenir sur les nombreux films, acteurs et réalisateurs car ce serait trop long, mais sachez que cette période a donné vie à de nombreuses comédies qui parodient et critiquent la politique de l'époque. Et oui, vous l'avez vu venir, les Don Camillo font parfaitement partie de cette grande époque du cinéma italien. Ce sous-genre de la comédie a d'ailleurs influencé la France puisqu'il est un ancêtre de nos comédies de mœurs dont on adore vous parler sur cette chaîne. Et bien tout ça, on le doit en partie à Agenor Incroci et Furio Scarpelli. Et oui, ça valait le coup de s'attarder sur ce duo. Bon, avec cet éloge, il est bien ce troisième opus? Oh que oui, on ressent vraiment la patte du duo de scénaristes dans les dialogues et la trame du long métrage. Je reconnais bien là la manière d'écrire de Age Scarpelli dans ce film. La grande bagarre de Don Camillo m'a immédiatement rappelé les œuvres cultes du duo comme La Legge et La Legge avec Fernandel, I Soliti Ignoti, bref, tous les films avec l'immense acteur comique Toto. Et on rajoute à ça une plus grande dose de critique de la politique. Critique du communisme? Oui, mais pas que. De l'église aussi. Et oui, même si Giovannino Guareschi était un fervent militant anticommuniste, il n'en était pas pour autant tendre avec le parti au pouvoir, la démocratie chrétienne. Il a d'ailleurs été condamné plusieurs fois pour avoir tenu des propos outrageants et diffamants à l'égard de l'ex-premier ministre Alcide De Gasperi. Souvenez-vous, celui qui avait exclu le parti communiste du gouvernement. Donc quand il participe au scénario de la grande bagarre de Don Camillo, il tape sur les communistes mais aussi sur l'église. Dans les 2 premiers opus, même si on l'a dit, les 2 sont des crasses, on suit beaucoup plus Don Camillo. Donc automatiquement, on prend plus son parti dans ses querelles avec Pepone. Dans ce troisième volet, l'histoire s'attarde particulièrement sur le maire de Brescello. Une partie de l'intrigue est même basée principalement sur lui quand il doit passer son certificat d'études pour être député ou quand il a une rapide histoire d'amour avec une des camarades du parti. Ah, c'est vous, monsieur le maire? Oui, ma femme. Laquelle, l'ancienne ou la nouvelle? Il est toujours le maire communiste qui met sa tête sur des affiches immenses, je vous rassure. Mais je trouve que dans ce film, on le découvre plus en profondeur, et c'est d'ailleurs une idée super de scénario. D'ailleurs, le titre italien du film, Don Camillo et l'onorevole Pepone, est très bon. On sent la pointe de sarcasme dans le terme honorable, mais on met enfin ce personnage dans le titre, montrant qu'il est essentiel à l'évolution de Don Camillo et inversement. Il y a un veau dans la salle du conseil. Un veau, c'est rien, c'est monsieur le maire qui s'est fait remplacer. Mais alors, notre curé préféré dans tout ça, il empathie? Oh non, au contraire. Ici, on va même voir encore plus ses défauts, ce qui le rend
hilarant. On note dans ce film que Don Camillo entre régulièrement dans les corruptions politiques. Il fait même du chantage à Peppone pour l'aider à réussir son examen du certificat d'études. Du chantage? Non, c'est un échange. J'ai mon autorisation que tu me refuses depuis 5 ans et toi, tu as ton certificat. Un bon personnage comique doit avoir des côtés plus sombres, c'est souvent ce qui le rend si drôle. Dans ce film, on assiste à un de mes moments préférés de la saga, quand on comprend comment les deux personnages se sont rencontrés. Leur rencontre représente pour moi tout ce dont on parle depuis le début de l'analyse. On a la dualité amitié-rivalité qui est ultra présente dès leur rencontre. J'allais m'en aller lorsque... Prends les mains! Et je vis devant moi un tout petit curé très pâle qui tremblait de peur. Mais on a aussi une alliance entre les communistes et l'église pour lutter contre le fascisme. Une sorte de CLN à la sauce comique. Vraiment un film magnifique, c'est celui que je vous recommande le plus. Allez, passons au 4e film. On est 6 ans après la sortie de la grande bagarre de Don Camillo, donc vous vous en doutez, le contexte politique n'est pas le même. Dès le début du film, on voit que les relations entre les États-Unis et l'URSS semblent meilleures. Dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Le Parti communiste italien a perdu son allié historique, le Parti socialiste, qui s'est allié avec la démocratie chrétienne. Ce qui crée un désavantage certain, le Parti communiste est plus marginalisé hors du gouvernement, mais ça lui permet néanmoins de devenir le réel parti d'opposition. Revenons au film de Carmine Gallone. Avec toujours à l'écriture René Barjavel, Leonardo Benvenuti et un nouvel entrant, Pino de Bernardi. Dans ce 4e épisode appelé Don Camillo Monseigneur, Brescello est privé de son curé et de son maire. En effet, Don Camillo est devenu, comme le titre du film l'indique, Monseigneur, un grade honorifique important au Vatican, et Peppone est sénateur à Rome. Mais vous n'êtes que les fascistes! Oui, des fascistes! Fascistes! Ouais! C'est vous qui êtes les responsables, vous! L'un à Rome, l'autre au Vatican, et pourtant ils ne se sont pas vus depuis 3 ans. Mais ils vont finir par se retrouver par hasard dans le train pour rentrer à Brescello. Quand ils se voient, ils le savent, il va falloir encore mener campagne l'un contre l'autre. Bien qu'on comprend très vite qu'ils sont contents de se retrouver. Eh bien, cet opus est clairement moins bon que les précédents. On sent qu'on a perdu le grand duo de scénaristes du 3e film. Alors attention, certaines scènes sont encore très réussies. Le film est rigolo, on comprend toujours bien les querelles politiques. Les Madone et les saints, c'est de votre boutique. Nous, on vous a jamais demandé de venir piocher les statues de Staline et de Lénine. Mais si vous nous l'aviez demandé, nous serions venus. Et il y a encore des scènes touchantes comme quand Peppone croit que Don Camillo s'est noyé et qu'il met tout en œuvre pour le retrouver. Et je trouve que la plupart des scènes sont recyclées et que l'histoire tourne en rond. Et c'est assez étonnant alors que les deux personnages sont dans un environnement différent à la base. Ça aurait dû favoriser les situations comiques. Mais non. Par exemple, on a encore l'intrigue autour du mariage arrangé, l'histoire de la construction du clocher communiste pour concurrencer le clocher de l'église est marrante, mais ça rappelle fortement le coup de l'heure de Moscou et de l'heure de Rome dans le 2e film. Et c'est pour cela, malgré de très bons scores au box-office italien et français, que le film suivant sera très différent. Je pense que les scénaristes ont voulu donner un nouveau souffle à la saga, sortir des sentiers battus et donc sortir du petit village italien. Don Camillo en Russie sort en 1965. Écrit par la même équipe de scénaristes que le précédent, il est dirigé par Luigi Comencini, lui aussi une grande figure de la comédie italienne. Et avec cet opus-là, on fait un vrai petit bond en arrière puisque Don Camillo et Peppone sont respectivement curé et maire de Brescello. Si ce n'est pas expliqué clairement, le film se passe donc entre le 3 et le 4. Peppone et les membres du parti organisent un voyage en terre soviétique. Ce déplacement a pour but de jumeler Brescello avec une ville russe. Notre curé préféré, sentant la manigance politique derrière tout ça, va faire du chantage à Peppone pour être de la partie. Et comme le titre italien l'indique, Don Camillo va se grimer en camarade communiste pour surveiller son meilleur ennemi. Les deux hommes vont vivre une aventure qui va remettre en cause leurs préjugés et idées reçues. Et c'est ce point-là qui me plaît le plus dans ce long métrage. L'idée de vouloir remettre en question les croyances de nos protagonistes, c'est super. Bon, les concours de shot auxquels participe Peppone sont à ajouter à mon plaisir, je vous l'avoue. Allez, pour l'Italie, chef, allez. Vas-y, tiens bon, allez, Italie.
Allez, courage! Peppone va se rendre compte que la Russie n'est pas aussi parfaite qu'il pouvait penser. Il voit directement les travers de cette politique, surtout quand ils se font enfermer de force dans leur hôtel. Vous êtes habitués maintenant, l'intrigue du film fait également référence au contexte de sortie du film à l'époque. On ne sait pas vraiment quand l'action du film se déroule, mais on a un indice. On est en plein dans la période de déstalinisation de l'Union soviétique, représentée par un homme en particulier, Nikita Khrouchtchev. Et d'ailleurs, on voit son portrait encadré dans pas mal de séquences. Dans le film, les troubles qu'on remarque et qui entraînent l'emprisonnement des Italiens dans l'hôtel sont en réalité dus au fait que le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique a été limogé. Avec de gros guillemets à limogé, donc autant vous dire, je vais pas m'étaler dessus, mais il a été à mon avis mis dehors clairement. Durant le film d'ailleurs, les portraits de Khrouchtchev sont remplacés par ceux d'Alexis Kosygin, le nouveau président du Conseil des ministres. Et rajoutez à ça qu'à cette époque en Italie, le parti communiste du pays est en plein changement. Le parti vient de perdre son chef historique, Palmiro Togliatti, et adopte une ligne politique plus mesurée avec son nouveau représentant, Luigi Longo. Le camarade président du kolkhoz. Les communistes condamneront même par la suite les actions du printemps de Prague en 1968. Donc ça va bien avec ce qui se passe pour Peppone dans le film, avec une réelle remise en question de ses idéaux. Et dans la même lignée que Peppone, Don Camillo va aussi se rendre compte que ce pays n'est pas si terrible et qu'il est également rempli d'hommes bons. Je trouve donc ce 5e film bien meilleur que le précédent, notamment car on est face à deux personnages qui, en l'espace de 5 longs métrages, ont évolué dans leur manière de penser. Finalement, ce film est un peu la synthèse de tous les autres. Le communiste convaincu et le curé endurci qui étaient campés sur leur position ont fini par s'ouvrir au fil des films et à se comprendre l'un et l'autre. Et ça se traduit par l'image. Don Camillo déguisé en camarade communiste la moitié du film et à la fin c'est Peppone déguisé en homme d'église moustache rasée qui accompagne le curé en voyage aux États-Unis. Allez vite, Sansa, vous. Oh! Alors, mon révérend, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez rater l'avion? Une belle fin pour cette saga. Et pourtant, il y a eu un 6e film. Vous ne le saviez pas, c'est normal, je vous raconte. Les 5 films ont été des succès au cinéma, c'est évident. Mais sur ce tableau, vous voyez quand même que le 5e opus a moins bien fonctionné que les 4 précédents. Mais ça n'a pourtant pas empêché la production d'initier un 6e projet intitulé Don Camillo et ses contestataires. Ce 6e film, c'est l'histoire de Don Camillo et Peppone nés dans les années 70 qui doivent faire face à l'évolution de la jeunesse. On retrouve le fils du maire qui est devenu chef d'une bande maoïste et la nièce du curé qui est une hippie. Cette histoire, inspirée du dernier livre Don Camillo, écrit par Guareschi avant sa mort, devait mettre en image toutes les querelles et incompréhensions entre les différentes idéologies. Et selon les dires de Fernandel, les premières images de ce film étaient les plus drôles de la saga Don Camillo. Normalement, je devrais terminer moi le 15 septembre, si tout va bien. Mais est-ce que tout va bien dans un film? Jamais. Rarement. Mais on a ça, heureusement. Durant le tournage, Fernandel tombe gravement malade. Il rentre à Marseille et les médecins lui diagnostiquent un cancer. Mais pour ne pas l'affoler, sa famille va lui cacher la vérité en lui disant qu'il est atteint de pleurésie. Fernandel se remet petit à petit et souhaite reprendre le tournage du film pour lequel il ne reste que 35 minutes à tourner. Mais dans son dos, la compagnie d'assurance responsable du film l'a évincé et remplacé par Gastone Moschini. À la suite de ça, Gino Cervi et le réalisateur Christian Jacques quittent le projet, estimant qu'un Don Camillo sans Fernandel n'a pas de raison d'être. Et je suis bien d'accord avec eux. Mais le film Don Camillo et les contestataires va donc bien sortir au cinéma avec Gastone Moschini dans le rôle de Don Camillo et Lionel Stander dans le rôle de Peppone. Mais c'était prévisible, le public bouda le long métrage et le film ne fit que très peu d'entrées en salle. Et oui, on ne remplace pas Fernandel aussi facilement. J'ai profité de ce sourire pour donner un peu de bien-être à tous les spectateurs, car vous savez que le rire est roi dans le monde. Eh ben, sacré morceau, hein. Il est évident que quand on s'attaque à une si grande saga, il y a pas mal de choses à dire. Et honnêtement, je ne pensais pas parler autant sur les Don Camillo. Et oui, car j'ai volontairement peu évoqué la réalisation, le jeu d'acteurs, les doubles dialogues italien-français qui n'ont pas dû être simples à tourner. Je n'ai pas parlé du tout du montage, de la musique, bref, il y a trop d'éléments à évoquer. Et ça prouve à quel point ces 5 films ont marqué l'histoire du cinéma européen de l'après-guerre. Notez que Terence Hill a sorti en 1984 un remake du film nommé
Don Camillo. Bon, je ne l'ai pas vu personnellement, alors pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez aimé, car je suis curieux de connaître vos avis. Reprenons donc notre problématique initiale. Comment les films de la saga Don Camillo réussissent-ils par leur humour à être le reflet de la politique d'après-guerre en Italie? On y a répondu dans l'analyse, mais synthétisons tout ça à présent. Les films prennent place dans un contexte politique évolutif sous haute tension, par la fameuse comédie à l'italienne analysant et caricaturant les travers de la société, les talentueux auteurs réussissent à dépeindre les désaccords politiques par l'humour. Sous couvert de leur rivalité, Don Camillo et Peppone sont en réalité des amis qui privilégient plus souvent leur affection à leurs différences. Il n'y a pas un camp du bien ou un camp du mal. Ainsi, grâce aux œuvres littéraires et cinématographiques de Don Camillo, on comprend que l'Italie est partagée entre les communistes et les conservateurs, mais qu'en réalité, les citoyens vivent tous ensemble et qu'il est préférable de choisir l'union à la division. C'est par ce rejet du manichéisme et cet ancrage dans un lourd contexte politique que cette saga réussit par l'humour à être le reflet de son époque. Finalement, même si c'est pas l'idée dominante dans la saga, j'y vois quand même un message d'unité. Un message pour les Italiens, mais également pour les peuples européens qui étaient divisés politiquement de manière générale. Un appel à s'unir et à ne pas regarder seulement son camp. Comprendre qu'il peut y avoir du bon dans le petit monde de chacun d'entre nous. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé les analyses qui rentrent en détail dans les contextes politiques, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Dites-nous si vous préférez qu'on s'attarde juste sur un film où l'on évoque en détail la mise en scène, la lumière ou la musique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et bien sûr à mettre des commentaires si cette vidéo vous a plu, on y répond. Et puis suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et puis merci à vous car on est de plus en plus nombreux sur nos réseaux sociaux et ça nous touche profondément. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je n'ai plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et vous dire à très bientôt sur la 7e. Salut!